Bonjour à toutes et tous. Petit conseil d'abord que je vais vous demander de respecter, enfin c'est plus une consigne, c'est de couper vos micros pour pas qu'il y ait d'interférence entre les uns et les autres, et puis parce que vous pouvez avoir des conversations périphériques qui ne nous concernent pas forcément d'ailleurs. Voilà, merci à notre AMO risque partenaire qui est également connecté pour répondre effectivement à vos questions. La matinale de ce matin porte sur la protection sociale complémentaire. Elle était initialement prévue avec un autre objectif, mais l'objectif a été légèrement modifié du fait de l'accord national de juillet 2023. Donc, on va examiner la question de la protection sociale complémentaire à travers ce prisme qui est, comment dirais-je, un petit peu plus complexe qu'initialement prévu et qui va nécessiter un certain nombre d'étapes préalables, aussi bien de votre part que de la nôtre. Voilà ce que je voulais vous dire. Et puis, il y a des changements importants, notamment sur la participation de l'employeur, la suppression de la labellisation, le contrat à caractère obligatoire. Donc, vous verrez tout ça avec Malvina Anoto qui va vous faire sa présentation, qui est chargée de ça, avec Madame Lou, son équipe, et puis l'équipe du pôle santé avec Michael Brenas et Guillaume Joubert, puisqu'ils travaillent ensemble sur ce dossier. Et nous aurons aussi à travailler avec les partenaires sociaux et puis, bien évidemment, notre AMO qui nous apporte un conseil précieux et un éclairage, je dirais, à la fois technique, mais aussi par rapport à des expériences qu'ils ont déjà vécues ailleurs. Donc, on va y aller. Le sujet est un petit peu complexe, pas forcément comment dirais-je, toujours réjouissant, avec des conséquences financières qui peuvent être non négligeables. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Et donc, on vous accompagnera tout au long du processus. Ce n'est pas la première matinale qu'on fera, on en fera sans doute d'autres pour expliquer ce sujet un petit peu plus compliqué qu'au départ. Voilà, Madame Anoto, c'est à vous. Merci. Donc, bonjour à toutes et à tous. Alors déjà, pour recontextualiser, donc, la protection sociale complémentaire se définit comme une couverture sociale facultative, au départ, apportée aux agents publics. Donc, elle est constituée de prestations financières qui viennent en complément de celles du régime obligatoire de protection sociale fourni à chaque assuré et prévu par le statut de la fonction publique. Donc, la protection sociale complémentaire est destinée à couvrir deux choses: le risque d'atteinte à l'intégrité physique de la personne et les risques liés à la maternité, désignés sous la dénomination de risque santé. Puis, le risque lié à l'incapacité de travail, l'invalidité ou le décès, désigné donc sous la dénomination de risque ou de complémentaire prévoyance. Donc, les collectivités interviennent au titre de cette PSC dans la participation financière pour couvrir une partie de la cotisation que l'agent devra régler sur la garantie de ses risques. Alors, déjà, nous allons faire un petit rappel chronologique, à savoir, donc déjà l'ordonnance du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire, donc institue donc à compter du 1er janvier 2025 en matière de prévoyance et 1er janvier 2026 pour la santé, une participation financière obligatoire de la part des employeurs publics à des contrats d'assurance, donc qu'ils soient labellisés ou issus d'une convention de participation souscrits par leurs agents. Donc, cette ordonnance est suivie d'un décret du 20 avril 2022 qui introduit quant à lui des montants minimums de participation de la part des employeurs territoriaux, donc à savoir 20% d'un panier de 35 €, soit 7 € pour la prévoyance, et pour la santé, c'est 50% d'un panier de 30 €, soit 15 €. En juillet 2022, il a été signé donc un accord de méthode basé sur la concertation pour réévaluer les contours de cette PSC. Le premier protocole national relatif à la mise en œuvre de la protection sociale complémentaire a ensuite été signé donc cet été
le 11 juillet 2023 entre les associations d'employeurs et les organisations syndicales représentatives à l'échelle du versant territorial de la fonction publique. Il s'agit donc d'une démarche de dialogue social, puisque l'accord demande la création de nouveaux droits pour les agents. Alors, il ne s'agit pas d'un pré-décret, mais d'une proposition en attente de transposition par l'État. Nous allons voir de quoi il retourne. Alors, pour démarrer, donc nous avons le premier point donc, qui est bien confirmé. Donc, aujourd'hui, on a une participation libre de l'employeur sur les risques prévoyance et santé. L'ordonnance et le décret donc, avaient introduit la participation obligatoire qui était confortée donc, par l'accord national collectif. Le second point, c'est comment c'est conforté. Donc avant, on pouvait faire par labellisation ou convention de participation, qu'elle soit facultative ou obligatoire. Aujourd'hui, l'accord national préconise une labellisation ou un contrat collectif pour la santé, mais surtout un contrat collectif obligatoire, uniquement pour la prévoyance. Les collectivités auraient donc l'obligation de proposer un contrat collectif obligatoire pour leurs agents. Donc, elles ont le choix entre le faire seul ou par le biais donc, de leur centre de gestion, qui lui a obligation de toute façon depuis l'ordonnance de 2021 d'en proposer un. Cela implique donc une souscription obligatoire à un contrat collectif pour chaque agent, alors qu'avant, ça restait sur la base du volontariat. Alors, cette demande, elle s'inspire des pratiques du privé. Elle avait été introduite par l'ordonnance du 17 février 2021 comme possibilité, mais l'accord collectif la conforte en supprimant les autres options. Donc, nous n'avons plus le choix, nous n'aurions plus le choix. Alors, qui est concerné par cette obligation dans l'accord au niveau des agents? Parce qu'on a une éligibilité sur la typologie d'agents. Donc, on a les fonctionnaires titulaires, stagiaires. On a les contractuels, même contrat aidé, avec deux possibilités. Donc, soit il faut qu'ils aient 6 mois de présence dans la structure sur les 12 mois, ou un contrat de minimum 6 mois. Et ceci peut être un point de négociation pour faire baisser ce délai de 6 mois. Mais pas l'augmenter par contre. Ensuite, on a la possibilité de faire rentrer dans ce critère d'éligibilité les apprentis, les agents à temps non complet et les agents multi-employeurs. Ça aussi, ça peut être également un point de négociation. Un autre point que définit l'accord collectif du 11 juillet, c'est qu'il module cette participation obligatoire. Alors, je vous rappelle qu'elle était de 7 € pour la prévoyance. L'accord est allé plus loin en instaurant une couverture minimale de 90% de la rémunération globale nette de l'agent. Donc, à savoir que nous passons d'un minimum de couverture de 90% du traitement indiciaire et 40% du régime indemnitaire à 90% de la rémunération nette de référence, à savoir le traitement indiciaire, l'ANBI et le régime indemnitaire. On module donc cette participation de 50% pour l'employeur sur cette base, sur ce panier, ce nouveau panier. Alors, ceci implique une augmentation de cotisation, mais pour une meilleure couverture. Excusez-moi, je crois qu'il y a un... Je me permets de refermer les micros. Voilà. Alors ensuite, le collectif propose également des modalités au niveau des évolutions tarifaires. Elles sont plus encadrées. Il persiste des dérogations possibles, mais on plafonnerait les évolutions tarifaires annuelles à 15% en prévoyance et 10% en santé. À savoir donc qu'il reste néanmoins des dérogations possibles sur l'accord, comme l'aggravation de la sinistralité de plus de 7% sur les 2 dernières années, une variation supérieure à 10% du nombre de souscripteurs, ou une variation trop importante de la moyenne d'âge des adhérents, par exemple.
Cette obligation de passer par des contrats collectifs avec des règles communes permet donc de mieux protéger le champ de couverture des agents. Donc l'accord encadre plusieurs éléments. Donc on conforte l'absence de questionnaires médicaux dans le cadre de contrats collectifs, puisque ça, c'est de toute façon un préalable depuis le décret de 2011, dès que vous faites une convention de participation, enfin un contrat collectif. Donc tout le long de la durée du contrat. Et ils interdisent également une mise en place d'une tarification différente selon l'état de santé. On encadre aussi la pratique des délais de carence en matière de prévoyance en limitant leur durée à 3 mois. On interdit aussi de majorer des cotisations pour les adhésions tardives. Et on laisse le champ des possibles pour la souscription des agents qui sont en arrêt de travail au moment de la prise d'effet du contrat. Il y a également des préconisations sur des situations en matière d'indemnisation lorsqu'il y a des successions de contrats. Donc, lorsqu'on passe en fonction de la succession entre un contrat individuel et le contrat collectif obligatoire, puis entre plusieurs contrats collectifs, soit adhésion facultative ou obligatoire d'ailleurs. Donc, les indemnisations doivent être clarifiées par l'État quand il va transposer, dans le cas notamment d'arrêt de travail suivi de rechute ou des requalifications d'arrêt en congé de longue maladie ou congé longue durée, avec effet rétroactif. Alors, le fait de rendre une adhésion obligatoire à un contrat collectif fait découler justement l'obligation d'avoir un accord collectif local. Alors ça, c'était donc présent donc, dans l'ordonnance de 2021. Donc on se retrouve, donc il apparaît nécessaire d'entamer une démarche de la création d'un dispositif de pilotage local. Donc on a une négociation collective paritaire et l'accord collectif préconise aussi l'accompagnement d'un actuaire. Alors un actuaire, c'est plus vulgairement un spécialiste du calcul de taux d'assurance en fonction de statistiques et de probabilités. Donc cet actuaire doit être déjà dès le départ, donc pour analyser les données en fait des collectivités qui sont partie prenante au contrat, puis analyse aussi les offres des prestataires éventuels, puis aussi également le suivi et le pilotage du contrat. Donc, dans la mesure donc, où il est donné compétence au centre de gestion pour conclure pour le compte des collectivités territoriales et établissements publics qui le souhaitent des contrats collectifs destinés à couvrir leurs agents au titre de la protection sociale complémentaire. Donc un accord collectif local doit être organisé par le centre de gestion en amont de la procédure et de la prise d'effet du contrat collectif proposé. Donc cet accord local doit fixer un certain nombre de modalités de la convention, notamment, comme j'avais expliqué un peu plus haut, donc l'éligibilité de certains agents, qui peut être aussi négociable. Ça peut être aussi des critères de modulation au niveau de la participation des employeurs, en respectant bien sûr le seuil minimum qui est déjà préconisé dans l'accord, donc de 50%. L'intégration des agents en arrêt avec les types d'arrêt au moment du démarrage, le critère de jugement des offres dans le cadre de la mise en concurrence. Donc cet accord doit avoir été validé en amont du lancement de la procédure et les collectivités devront avoir donné leur mandat à négocier auprès du président du centre de gestion, y compris les non-affiliés. Là, il n'y a pas forcément de distinguo. Alors, nous avions, lors de la matinale du 23 juin, proposé un lancement, enfin une prise d'effet de la convention de participation de 6 ans au 1er juillet 2024. Mais forcément, cet accord du 11 juillet est en attente de transposition. Il est également indiqué dans cet accord une révision du décret de 2011. Alors, pour rappel, le décret de 2011 est le socle sur lequel on s'appuie pour lancer la mise en concurrence, puisque ce n'est pas un marché public. C'est bien quelque chose de spécifique, puisque les conventions de participation sont sur 6 ans, et pour la bonne et simple raison que
Le public, ce ne sont pas les collectivités, mais les agents. Donc, le délai de transposition doit permettre aux collectivités et établissements publics d'avoir un peu de visibilité. Donc, ça serait bien que l'État transpose le plus rapidement possible. À l'heure actuelle, on n'a pas forcément d'informations ni positives ni négatives sur l'application de cet accord, la transposition de cet accord. Il est possible que le délai ne soit pas respecté. Il est possible également que l'État ne transpose pas l'accord dans son intégralité et ne prenne que des morceaux. Aussi, le centre de gestion a pris la décision de décaler la prise d'effet du contrat qui avait été proposé donc, le 23 juin au 1er janvier 2025 au lieu du 1er juillet 2024. Alors, pour les collectivités qui sont déjà dans une convention de participation et qui sont déjà intéressées par rejoindre le contrat collectif que proposera le centre de gestion, le décret du 8 novembre vous permet de prolonger votre accord par voie d'avenant dans un maximum de 7 ans. Alors, au niveau du contenu du cahier des charges, nous sommes en attente d'éléments pour établir les éléments techniques pour qu'ils soient en accord avec la transposition et ce qui va en ressortir aussi de l'accord collectif local. Alors, pour le moment, il est envisagé de se calibrer sur les dispositions de l'accord collectif et éventuellement de moduler en variante au niveau, voilà, on aurait en offre de base et de moduler en variante si toutefois la transposition par l'État est plus souple. Alors, ce qu'on vous propose dans ce nouveau calendrier un peu chamboulé, on vous propose plusieurs étapes où il vous sera demandé de produire des éléments et de nous les faire parvenir pour avancer dans la procédure. Il reste bien évidemment la même chose que sur la procédure précédente, à savoir que vous pouvez donner mandat, mais au final, ne pas vous engager dans le contrat collectif du centre de gestion si les modalités ne vous conviennent pas. L'obligation que vous avez, c'est pour l'instant la participation financière des contrats sur la prévoyance au 1er janvier 2025. Le montant, on ne le connaît pas. On en a un dans l'accord collectif et un dans le décret. Les modalités sur du facultatif et de l'obligatoire, pour l'instant, on ne l'a pas non plus. Il n'y a pas quelque chose de sûr, on attend. Cela ne va pas nous empêcher de travailler. Donc, si vous êtes donc intéressé pour vous engager dans la démarche, nous aurions besoin de 2 délibérations. La première pour donner mandat au président du centre de gestion pour entamer la négociation avec les organisations syndicales sur les éléments que je vous ai précités. Je pourrais revenir dessus, il n'y a aucun problème. Et dans un deuxième point, pour donner mandat aussi dans le lancement pour la mise en concurrence. Alors, pour ce point, forcément, les comités sociaux territoriaux devront être consultés en amont pour avis sur la démarche. Concernant les collectivités de moins de 50 agents, donc c'est le CST du centre de gestion qui officie et il a déjà donné son avis, rendu son avis le 23 mai. Donc vous n'avez pas besoin, si vous êtes dans ce cas de figure, d'attendre ce passage. Vous pouvez d'ores et déjà proposer à l'ordre du jour une délibération. Donc je vais vous proposer un petit schéma récapitulatif. Donc, comme forcément, j'imagine bien que vous avez les calendriers de vos assemblées qui sont déjà bien figés, ça peut prendre un certain temps. Donc, on vous propose la partie de délibération sur le mandat pour engager les négociations collectives pour votre compte, de nous faire parvenir une lettre d'intention au 31 octobre, dernier délai, si c'était possible, pour que nous puissions nous avancer pour la mise en place de l'accord collectif local. Donc voilà, vous avez tous ces éléments-là. Bon, la seule différence, bien évidemment, c'est que pour les collectivités de plus de 50 agents, il vous faut nécessairement l'avis du CST propre de votre collectivité. Toutes ces propositions de documents vous seront fournis
dans la rubrique dédiée du site internet. Ne vous inquiétez pas, dans un délai de 3 semaines, a priori. Il y aura également, donc, cette vidéo est enregistrée et le support et ainsi que le replay seront aussi disponibles dans les mêmes délais, au même endroit. Nous aurons également dans un deuxième temps, peut-être le démarrage d'une collecte de données en décembre, janvier, pour déterminer donc la sinistralité pour pouvoir abonder le cahier des charges de notre consultation. Alors, je vous conseille vivement, même si vous ne souhaitez pas rejoindre le contrat collectif proposé par le centre de gestion tout de suite, quand même de remplir ces données puisque vous serez intégré dans cette consultation. Et si toutefois l'année prochaine, vous souhaitez l'intégrer, ça sera possible. Alors, les données étant plus lourdes à produire, comme c'est le cas par exemple pour l'assurance statutaire, puisqu'on a à peu près le même type de démarche, on est en train de travailler actuellement sur un format qui sera le plus ergonomique possible pour vous faciliter le travail. Donc, voilà ce que je peux à peu près dire aujourd'hui en l'état actuel des choses. Cela a perturbé un petit peu ça a perturbé un petit peu notre calendrier parce qu'au départ, le 8 septembre, nous devions vous présenter le cahier des charges aujourd'hui. Ça ne sera pas le cas. On va attendre encore un petit peu et je pense qu'on va laisser place peut-être aux questions, alors du chat écrite et peut-être après certaines interventions si vous le souhaitez. Alors, ayant, J'ai dit que on Ah, verrait les voilà, modèles de documents. Alors, il y a une question Oui. d'une dame qui a mis, je n'ai pas compris pour la délibération, mais ça a été enlevé la question. attendez, hop, on va Oui, parce que reprendre ça- les conversations. Ah, ben voilà. Oui. Alors, tac, tac, tac. Là, il y a déjà l'AG. Les modèles de libération et l'aide d'intention, oui, donc ça, je vous l'expliquais tout à l'heure. Vous aurez tout sur la rubrique dédiée du site internet, le diaporama également, le replay avec nos jolies voix. La visio est bien enregistrée, comme on vous l'a dit. Alors, ayant une AG, donc le 26 septembre, pensez-vous que les documents seront disponibles pour cette date? 26 septembre, nous ferons en sorte que oui. Mhm. Nous ferons en sorte que oui, comme ça vous permettra d'avoir tous ces éléments-là. Donc là, un modèle de courrier pour demande d'avenant avec les références juridiques. Oui, je pense que nous pourrons proposer ça également. Alors, vous l'avez. Je n'ai pas compris. Alors, pourquoi il y a 2 délibérations distinctes? Alors, juste pour la bonne et simple raison, pour que ce soit plus simple pour vous, puisqu'il y en a une il y a une raison qui ne nécessite pas un passage préalable en CST, à savoir le mandat pour engager les négociations collectives. Donc là, le passage en CST n'est pas obligatoire. On peut peut-être en amont. Le schéma. Oui, on va remontrer le schéma. On va vous remontrer le schéma qui est très. On va retravailler là-dessus à partir du schéma. Voilà. Par contre, comme vous pouvez le constater, que ce soit pour n'importe quelle typologie d'employeur, le CST aura bien sûr un avis consultatif au niveau de l'accord collectif local quand il sera finalisé. C'est qu'en fait, ça n'intervient pas au même moment. En clair, pas de consultation du CST avant l'accord collectif. Voilà. Simplement lettre d'intention et délibération donnant mandat au centre de gestion pour négocier l'accord collectif local. Une fois que l'accord collectif local est négocié, à ce moment-là, avis consultatif du CST. Voilà, c'est pour essayer d'avoir un ordre, sachant que l'accord collectif local, il n'est pas forcément dans le cadre du périmètre du CST. Très clairement, les organisations syndicales pourront désigner, en principe, c'est un voire deux représentants qui participeront à l'accord collectif local, mais ce n'est pas forcément des gens qui siègent au CST. Ça peut l'être, mais ce n'est pas une obligation. Voilà. Une autre question, est-ce possible de transmettre une lettre d'intention alors que les lignes de gestion ne sont pas encore établies? Oui. Moi, je pense que oui. Oui, oui, c'est possible.
les lignes directrices de gestion, de toute façon, les lignes directrices de gestion doivent être normalement établies pour que vous puissiez faire vos avancements et les promotions internes. C'est une obligation. Si elles ne sont pas établies, vous pouvez néanmoins transmettre une lettre d'intention. De même, si vous avez des lignes directrices de gestion que vous devez réviser, puisque, on en parlera en réunion territorialisée, un certain nombre d'entre vous vont arriver à échéance de la révision de leurs lignes directrices de gestion, puisqu'elles peuvent être révisées au bout de 3 ans ou selon les formules que vous avez déterminées au départ. Donc, c'est parfaitement possible. Voilà, c'est deux situations qui, à un moment donné, pourront se rejoindre, mais qui, pour l'instant, ne sont pas déterminantes l'une par rapport à l'autre. Merci. Alors, nous avons aussi la question, existe-t-il des exceptions à l'obligation d'adhésion? Exemple, adhésion déjà obligatoire du conjoint. Alors ça, c'est ce qu'on appelle les cas de dispense. Alors les cas de dispense, il me semble que c'est plutôt pour la santé. La prévoyance, je vais peut-être laisser Madame Tellier, donc notre AMO de risque partenaire, formuler une réponse. Oui, effectivement, vous avez raison, hein, c'est pour les cas de dispense seront pour la santé. Pour la prévoyance, c'est un contrat qui vous est propre et qui est lié à votre contrat de travail. Hein, donc là, les cas de dispense sont pas gravés dans le marbre, ils sont évoqués par l'accord national et on n'était plus sur des petits contrats. J'ai plus le nombre d'heures exactement qui était repris et ça relève également des négociations avec la collectivité locale. Hein. Donc, dans le cadre des négociations, on pourra encore avoir des cas de dispense supplémentaires pour chacun des agents, mais rien n'est encore fixé. Merci Madame Tellier. Bonjour, le délai du 31 octobre pour le mandat est-il impératif? Alors pour le mandat, non, pour la lettre d'intention, ce serait bien que nous les ayons rapidement pour entamer le plus tôt possible les démarches, pour les démarches dans la négociation, pour justement établir l'accord collectif local, pour après enchaîner justement avec la consultation et la mise en concurrence, parce que sinon on risque de se retrouver avec d'accuser un petit retard. Par contre, si la délibération n'est pas passée le 31 octobre, c'est bien pour cette raison qu'on vous propose une lettre d'intention. Ça ne fait rien, on a tout à fait conscience que vous avez vos calendriers. Mais la délibération, on pourra intervenir après le 31 octobre, du moment qu'on a la lettre d'intention. Mais si vous pouvez être prêt pour le 31 octobre, c'est encore mieux. Oui, bien sûr. Voilà. Alors, nous avons un contrat prévoyant jusqu'au 31 décembre 2025. Pouvons-nous souscrire en cours d'exécution du contrat? Alors, c'est ce que je disais, oui, si vous avez fourni vos collectes de données. Voilà. En amont, et elles seront incluses dans la consultation. Les variantes pourront-elles être personnalisées à chaque collectivité, notamment au niveau du régime indemnitaire à l'impact des absences délibérées? Alors on réfléchit à allotir sur un seuil d'agents. Donc, on aura sur des typologies de collectivités, d'employeurs, on va dire. On n'a pas encore réfléchi sur la personnalisation avec notre AMO, on s'est posé la question sur voilà, une tranche par collectivité. Je vais peut-être laisser Madame Tellier compléter mes propos. Oui, effectivement, on était plus parti sur une tarification distincte pour des tranches, enfin des seuils de 0 à 100 agents, par exemple, 100, 250, pour prendre en compte les évolutions pour l'absentéisme. Pour l'application du régime indemnitaire, effectivement, si vous le maintenez ou non, il y a un impact en termes d'absentéisme parfois et aussi en termes de cotisation, puisque si vous ne le maintenez pas et que l'assureur doit le prendre en charge à votre place, ça coûtera plus cher en termes de cotisation. Là, pour le coup, il n'y a pas encore l'accord national n'est pas assez précis pour savoir comment on doit traiter cette information. Hein, on a sollicité les différents assureurs pour avoir leur avis également dessus et on n'arrive pas à savoir, tant que la transposition n'est pas faite, en tout cas, si le maintien du régime indemnitaire est obligatoire dès le premier jour en cas d'absence. Et dans ces cas-là, c'est effectivement ça
ça annulerait un petit peu le fait que vous souhaitiez ne pas maintenir, par exemple, le régime indemnitaire sur les 3 premiers mois. Mais du coup, la tarification, pour l'instant, on ne peut pas la construire par rapport à ça, le maintien ou non en fonction des collectivités. Bon, merci. Au niveau, Oui. au niveau des questions du chat, on a fait à peu près le tour pour le moment. Je vois que Madame Bardet a levé la main, donc je vais vous ouvrir le micro. Alors, oui, c'est mon collègue qui me posait une question. Il va le faire. Oui, bonjour, c'est Pierrick Bella, donc de Tiers d'Or Montagne. Bon, une petite et une plus grande question. La première, bon, elle paraîtra peut-être. Je n'ai pas compris l'intérêt d'une couverture pour les contrats de droit privé qui sont actuellement pris en charge entièrement par la sécurité sociale. Donc, on a parlé des contrats et des apprentis, notamment, qu'on peut avoir dans les collectivités. La deuxième, c'est plus technique. Donc, la DGFAP a travaillé donc dans la semaine sur un document sur la PSC concernant la fonction publique d'État. Et bon, il y a quand même pas mal de différences par rapport à l'accord. Au moment de l'accord du 11 juillet, l'État avait dit nous, on travaille sur autre chose qui est complètement différent. Et effectivement, dans ce qui travaille sur le volet État, il y a quand même des impacts sur le statutaire avec une évolution au niveau des situations maladies, puisqu'ils veulent aller vers une évolution, le demi-traitement qui passe à 60%, l'intégration des primes, une évolution aussi sur la fusion sur le type de congé de maladie, et aussi un taux sur la PSC qui est inférieur aux 90% parce qu'ils travaillent sur du 75% de leur côté. Donc, je voulais savoir, est-ce qu'il y a des informations de votre côté sur les impacts, puisque du coup, l'État, sa vocation à être un peu le maître talon pour la territoriale. Et cette publication qui est sortie dans la semaine, ça m'a un peu surpris parce qu'elle n'a rien à voir avec l'accord pour le coup. Accord qui n'a pas été approuvé par l'État en plus. Et on n'est pas signataire. Voilà. Je vous remercie. Non, tout à fait. D'autant plus que l'État n'a pas été convié en fait à ces négociations. Donc, après, on peut tout à fait entendre le fait que on déconnecte ces éléments-là parce qu'on n'a pas forcément, on n'a pas les mêmes garanties. Mais je peux pas vous dire. Voilà, là on peut pas. Ah si, on peut faire des suppositions, mais elles seront certainement à la petite semaine. Donc pour l'instant, on n'a pas d'éléments là-dessus en fait. Ça sera pas corrélé, pas forcément. Peut-être que si au final, on ne sait pas du tout. On se pose même la question de savoir si on aura toujours bien cette obligation au 1er janvier 2025. Mais il faut quand même qu'on ait le temps de préparer quelque chose et d'avoir quelque chose qui soit tout est maintenu et que l'État transpose l'accord collectif dans son entièreté. Sur ça, il n'y a pas eu de réponse de l'État pour savoir s'il avait l'intention de le transposer dans le réglementaire. Non, dans l'immédiat, non. Il annonce que ça va être une obligation pour lui, mais on ne connaît pas le délai de transposition, ce qui peut avoir une influence d'ailleurs sur le délai de mise en œuvre effective. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, on est sur le 1er janvier 2025, mais rien ne dit que si l'État ne transpose pas dans les temps, on ne passera pas au 1er janvier 2026. Hein. Voilà, donc aujourd'hui, on n'a pas de visibilité là-dessus. Hein. Merci. Il y a une autre dame qui a levé la main. Alors, hop. Oui. Alors, concernant donc, la collecte des données, quand pensez-vous pouvoir nous fournir les documents à remplir? Les données devront être fournies sur les 4 dernières années. Alors, 4, je ne suis pas sûre. Il me semble qu'on avait dit 3 avec Mme Tellier, mais je ne me souviens plus. Alors après, on va envisager Je crois qu'on était remonté à 4. 4, ah, d'accord, pardon, autant pour moi. Ce sera certainement sur décembre. Au niveau des documents à remplir, on va essayer de le faire sous forme de questionnaire, quelque chose d'un peu didactique. Puisqu'aujourd'hui, les données en brut, ça représente un gros un travail qui n'est pas forcément très ergonomique. Il faudra qu'on trouve quelque chose qui soit un peu plus
appétant pour vous. Voilà. C'est pas forcément quelque chose de réjouissant, pour être très clair. Oui. Voilà. Je vois qu'on a une autre main levée. Donc, Madame Tessier. Oui, bonjour, Pascal Tessier, je suis DRH à Clermont-Auvergne Métropole. Bonjour, je voulais juste être bien sûre d'avoir compris ce que représente la lettre d'engagement et dans le cadre du calendrier que vous avez présenté. C'est-à-dire que si on fournit cette lettre d'engagement, on s'engage à ce que l'on sous-entend, c'est qu'on s'engage on est intéressé pour vous rejoindre la consultation qui est lancée pour l'ensemble des collectivités que porte le centre de gestion. Et dans ce cas-là, une fois qu'après la consultation est lancée, c'est là qu'on va soumettre la question à l'avis de notre CST pour savoir s'il valide l'adhésion, enfin, finalement au contrat que vous aurez négocié et que vous proposez. C'est ça, j'ai bien compris ou pas? Alors, vous parlez de que la lettre d'intention, c'est pour la négociation collective. Ça veut dire que vous donnez mandat au président du centre de gestion pour qu'il entame les négociations avec les organisations syndicales représentatives de votre collectivité. Et une fois que cet accord sera établi et finalisé, vous le passerez au CST de votre structure pour le valider. Après, au niveau de la deuxième délibération, c'est sur le lancement de la consultation et il faudra un autre passage pour votre adhésion. Et si vous pouvez tout faire et au final, ne pas retenir le contrat qui sera proposé. C'est pas clair, si. Si, c'est clair, si. Mais bon, c'est vrai qu'il faut espérer qu'au bout, on reste dans le contrat parce que sinon les délais auront passé et on n'a plus le temps de se retourner et pour lancer une autre consultation. Voilà, donc OK. Vous pouvez aussi faire en parallèle. Hein. Voilà, vous pouvez en parallèle faire les deux. Oui. Alors, ça demande du travail. Hein. Oui, non, mais oui, c'est une d'intérêt. possibilité. C'est une possibilité, c'est-à-dire que Madame Tessier, compte tenu de la masse, ce que représente votre collectivité en termes de masse d'agents, vous pouvez également, vous, de votre côté, comme toute autre collectivité, décider de faire deux consultations, c'est-à-dire entrer dans celle du centre de gestion et puis en conduire une de votre côté. C'est parfaitement possible. Oui. Non, pardon. OK. Je vous sens dubitative sur mes propos, mais… Oui, je préférerais éviter. Enfin, dans l'idéal, c'est si on part avec vous, c'est de profiter de l'opportunité que vous nous proposez et pas faire le travail en double, en fait. C'est ce qui se pratique. Après, ça dépend aussi du niveau des dépenses, des finances publiques. Enfin, voilà, dans le sens où c'est ce qui se pratique en général, parce que on peut jauger aussi de l'offre qui est du côté du centre de gestion et puis aussi éventuellement de ce que ça coûte en termes de frais. Et puis le fait aussi d'avoir sa propre sinistralité, sa propre gestion de sa sinistralité et des négociations aussi avec l'assureur et voilà, plus pertinentes et stratégiques propres à votre sinistralité. Voilà. Oui, tout à fait. C'est une question de choix. Une question de choix après. Merci beaucoup. Merci. Je vous en prie. Alors, pouvez-vous nous résumer avec des mots simples en une ou deux phrases la démarche globale présentée dans le PowerPoint pour que l'on puisse expliquer simplement aux élus avant d'avoir les supports? Merci par avance. Alors, est-ce que vous voulez que je vous le dise là comme ça ou est-ce que vous voulez que je vous résume quand on va le mettre à disposition sur le site dans la rue qui convient, avec deux phrases, avec trois chiffres, deux phrases, et puis vous pourrez reprendre ces éléments-là. Je pense que ça peut être quelque chose sur un format comme ça. C'est ce que je peux faire pour présenter en plus du diaporama qu'on vous a montré aujourd'hui. J'en profite justement pour dire que nous allons démarrer les réunions territorialisées et que nous allons parler de cette actualité qui sera faite justement sur un format beaucoup plus schématique puisque les réunions territorialisées ne seront pas entièrement dédiées à la protection sociale complémentaire. Donc peut-être que ce type de support vous intéressera. Mais
De toute façon, là, je sais pas, vous avez à l'affichage le tableau là qu'on a proposé. Bon, s'il y a besoin d'explications complémentaires, il y en aura. Donc, bon, on a simplifié déjà au maximum, mais si vous avez besoin qu'on simplifie encore, il n'y a pas de souci. Au moment des réunions territorialisées qui commencent dès vendredi prochain sur l'ensemble du territoire, il y en aura une in situ au centre de gestion. Ça fera partie des dossiers qui seront effectivement abordés. Voilà, mais peut-être pas dans leur intégralité comme aujourd'hui, parce qu'il y aura aussi beaucoup d'autres sujets qu'on veut aborder avec vous et notre temps sera contraint. Voilà. Donc, si vous avez besoin d'éléments complémentaires, si c'est pas clair, on peut, comment dirais, enrichir un peu plus pour que ça soit plus simple pour vous. Alors, donc, pour une collectivité non affiliée, est-ce que la prestation du CDG a un coût? Alors, l'ordonnance de 2021 introduit donc le caractère obligatoire, mais pour nous, sur la proposition d'un contrat collectif aux collectivités du périmètre, qu'elles soient affiliées ou non, mais elle reste facultative pour vous. Alors, est-ce que la prestation aura un coût? Nous y réfléchissons. À savoir que nous avons un assistant à maîtrise d'ouvrage et nous devrons également avoir un actuaire. Vous nous donnez des idées, hein, là. Alors, concrètement, aujourd'hui, tant que l'accord collectif n'est pas transposé, l'obligation des collectivités reste la participation, donc au 1er janvier 2025 et 2026, oui, on est d'accord, selon les montants définis par décret, tout à fait, au contrat labellisé, prévoyance et mutuelle santé. Tout à fait, c'est ça. Pour l'instant, on en est là, mais demain arrivant vite, nous préférons anticiper et proposer deux choses. Alors, bonjour, je n'ai pas. On parle beaucoup de prévoyance, mais la consultation est bien sur les deux volets ou uniquement sur la prévoyance? Nous partons en premier sur la prévoyance. La santé étant plus étalée un peu plus loin dans le calendrier et qui va également faire l'objet d'un dispositif de revoyure à l'été 2025, nous préférons pas, pour dire vulgairement, nous mettre une balle dans le pied et faire les deux en même temps, puisque peut-être que les choses rechangeront au niveau des modalités concernant la santé. Et puis, d'une certaine façon, la santé est un sujet plus, comment dirais-je, plus complexe. Et puis, parce que le panier santé est plus complexe à définir. Et deuxièmement, sur la santé, beaucoup d'agents bénéficient du contrat santé de leur conjoint. Donc, on n'est pas tout à fait dans la même dimension, puisque la prévoyance, elle couvre la situation des agents, on va dire, un tutu personné au regard de leur appartenance à la collectivité sur leur contrat de travail, alors que le contrat santé, on est, je dirais, dans une situation beaucoup plus éclatée, puisqu'elle tient compte de la famille, le conjoint a parfois un contrat santé plus intéressant qu'on pourrait le proposer, qu'un contrat collectivité pourrait être proposé, etc., etc. Donc, si vous voulez, on se focalise d'abord sur la prévoyance. Ça sera déjà un très gros cachet à avaler avant de se lancer sur la santé. Voilà. Puis en plus, on a un an de plus, donc. Tous les agents sont donc concernés, même les agents sous contrat de 35e par exemple. Alors, comme je disais tout à l'heure, l'obligation, c'est pour donc tous les fonctionnaires titulaires, stagiaires. Nous avons donc les contractuels avec un délai minimum de 6 mois pour leur durée de contrat, qui peut faire l'objet de négociations. Et il y a d'autres particularités, notamment les agents à temps non complet. Qui peuvent faire l'objet aussi, peuvent rentrer dans le cadre du dispositif d'accord collectif local. Donc, ça veut dire qu'ils
au final, dans le Puy-de-Dôme, on peut avoir la prise en compte des agents à temps complet et dans la Loire, non. Voilà. C'est une variable d'ajustement, on va dire. Oui, c'est la personne qui nous a demandé avec quelque chose de schématique parce qu'elle veut aborder le sujet avec son élu demain. Donc, je lui ai dit qu'on allait lui répondre cet après-midi. Un agent en particulier, donc on a répondu aussi qu'un agent en particulier est-il référent CDG sur tout ce processus? Eh bien oui, donc Madame Malou et moi-même, voilà, pour vous servir. Alors, nous sommes en cours d'exécution du contrat. Nous vous communiquerons nos données. Nous vous communiquerons nos données, mais devons-nous aussi transmettre la lettre d'intention dès à présent? C'est préférable. Oui, la réponse est oui. Y a-t-il un modèle Le modèle de la lettre d'intention à télécharger, comme je vous disais, nous les mettrons à disposition dans la rubrique sur le site internet. Les délibérations aussi. Une proposition d'avenant si vous avez déjà une convention de participation en cours. Tout sera disponible. Voilà. Alors, excusez-moi, juste pour préciser, pour la collecte des données, avec la lettre d'intention, la collecte des données, c'est bien maintenant qu'il faudra la donner, hein. Enfin, au moment où on vous le demande en même temps qu'à tout le monde, pas au moment où vous souhaitez adhérer éventuellement la deuxième année du contrat, hein. Oui, au 31 octobre, oui, tout à fait. Alors que la collecte des données arrive dans un second temps. C'est ça. Je crois qu'on a fait le tour des questions du chat. Je vois personne qui lève la main. Tout le monde est plombé par ces nouvelles. Donc j'espère que c'était clair pour vous. On se tient donc à votre disposition, donc Madame Alou et moi-même, pour répondre à toutes vos questions. Sur le mail, Oui. Donc vous avez la possibilité de nous joindre via donc les coordonnées qui sont présents donc à la fin du diaporama ou sur notre courriel assurance au pluriel @cdg63.fr. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions, s'il y a des interrogations à appeler pour avoir des informations complémentaires. Voilà. Faut pas que vous sortiez de là avec un affolement outre mesure ou des questions rentrées que vous n'auriez pas pu poser. Oui, donc tout sera disponible sur le site internet, ne vous inquiétez pas. Même le diaporama. Y compris le diaporama et le replay. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, bonne journée à toutes et tous et merci de votre attention et à bientôt. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.